Et bonjour Internet. On continue la coutume en réussissant, oula, est-ce que cette caméra, à finir pile sur la musique. Aïl, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Dead Hunter, Aïl Danito, Aïl Haruno, Aïl Scarface Ray, merci d'être là. On est en automne. Je sais pas où, moi j'ai grave l'impression d'être en automne, c'est terrible. Non, on est le dimanche. Alors attendez si je retrouve mon écran. Là, dimanche 2 juin, 15h. On est là pour, comme d'hab, faire le tour de l'actu de King en mai dernier, sachant que ça s'est un peu accéléré sur la deuxième quinzaine du mois de mai. On va pas se mentir, hein, depuis un an, c'est un peu plus calme côté actu de King, notamment les adaptations, ce qui prenait... Joyeux Noël, exactement, joyeux Halloween, ce qui prenait le plus de temps, c'était les adaptations. Il y a des petites choses qui ont bougé, là, sur la deuxième quinzaine de mai, dont on va pouvoir discuter. Non mais ça va pas du tout cette caméra, pourquoi c'est... En fait, quand j'ai fait... On va en parler, mais du coup, quand j'ai fait ma vidéo de Oli, j'ai changé l'orientation de la caméra, et bon, voilà. On va dire que c'est bien. Exactement, bonne année. Une bonne saison pour lire du King, c'est clair. J'ai les mains glacées, on est le 2 juin, j'ai les mains glacées. En vrai, j'espère que c'est pas... Je sais qu'il y a une goutte d'eau froide et tout, là. J'espère que c'est pas toute la France qui est comme ça et que c'est juste Paris, histoire de bien finir de dégoûter les gens et qu'ils arrêtent de venir à Paris. Salut les histoires de Marie. Voilà, on a des choses à se dire parce que il y a des news côté adaptation qui sont assez sympas et surtout, il y a quand même un nouveau roman de King qui a été publié, un nouveau livre de King qui a été publié le mois dernier. Ah, merci Iron Lens pour ton Prime et pour ton 3e mois d'abonnement, merci beaucoup. Retour du soleil en Loire-Atlantique, oui, moi j'ai de la famille qui est à Rennes et apparemment hier ça commençait à se dégager. Donc du coup nous ça devrait commencer à se dégager aujourd'hui. En général on a un jour de retard sur Rennes, là où je suis. Oui, donc je disais, c'est ça qui nous intéresse, c'est l'actu de Stephen King. On a quand même 21 mai 2024, sortie du, il me semble, 12e recueil de nouvelles de Monsieur Stephen King, qui est aussi composé de 12 nouvelles. Il s'agit de You Like It Darker, je vous ai fait... Je l'ai lu très vite, et en même temps, il y a beaucoup de nouvelles que j'ai relues, on va revenir rapidement en détail dessus. Sachez-le, sur la chaîne YouTube, il y a ceci, c'est ma pomme, pardon... C'est ma pomme en train de vous présenter le recueil et l'intégralité des 12 nouvelles qu'il compose. Voilà, ça c'est ma pomme, machin, machin. Ce que j'ai fait, c'est une présentation générale du recueil, c'est-à-dire date de parution en français, spoiler inconnu. En général, non, en général, il faut attendre 8-10 mois. Je sais pas dans quelle mesure... En fait, il y a 3 nouvelles qui sont déjà parues en français dans ce recueil-là. Dans quelle mesure ça fait pas gagner un petit peu de temps, ou dans quelle mesure ça fait pas perdre du temps sur l'achat des droits de ces nouvelles que eux n'avaient pas publiées du coup. Alors quand je dis eux, c'est Albin Michel, je sais pas. Mais Albin Michel n'a pas encore communiqué, en général, il faut attendre un petit peu avant qu'ils annoncent une date, sachant qu'en ce moment, ils ont tendance à tout le temps les repousser. Donc on en est là parce qu'en parlant de dates repoussées, alors je fais un saut dans le temps sur la partie agenda. Il y avait quelque chose qui était prévu au 26 juin, qui maintenant... Ouais, c'est ça, c'est Talisman qui maintenant a été repoussé au 26 décembre. C'est la nouvelle version de Talisman aux éditions Albin Michel. Donc voilà. Oui, on est les derniers pour les sorties. Et ce qui nous garantit même pas une bonne qualité de traduction, et ça c'est ouf que... Je dis, en fait, si on attend, c'est pour avoir un truc quali. Non, pas du tout. Donc... Dans la vidéo, ce que j'ai fait, c'est présentation du recueil. De toute façon, il y a les timecodes là. Mon avis général, sachant que je ne spoil pas. Après, évidemment, c'est toujours une question de sensibilité, le spoil. Hein. Moi, si quelqu'un me dit j'ai détesté ce bouquin, surtout la fin, j'estime... Enfin, c'est presque déjà un spoil pour moi, en fait. Mais mon avis général, sachant que je donne mon avis sur les thématiques fortes de ce recueil-là. Donc, forcément, qui dit thématique dit potentiellement spoil pour certaines personnes. Hello, Julie Nona. Un report de 6 mois pour rien. Bon, on verra. Et je passe après le recueil en détail, nouvelle par nouvelle. Ce que je fais pour chacune des nouvelles, c'est un court résumé, sachant qu'il y a des nouvelles qui font 15 pages, c'est-à-dire je donne le pitch en une ligne. Et je ne spoil pas la fin, et je dis mon avis, je dis au pire les thématiques, si c'est connecté à une histoire comme Rattlesnakes, qui est la suite de Cujo, donc ça je le dis, et qui est très proche aussi d'une des autres nouvelles. Et voilà.
j'ai fait ça, donc vous avez mon avis en vidéo sur You Like It Darker. En détail, je voulais vous remontrer quand même les 12 nouvelles qu'il y a. On a la première qui est Two Talented Bastards, dedans il y a 3 grosses nouvelles. Les 3 grosses histoires, c'est Two Talented Bastards, la quatrième, la Danny Coughlin's Bad Dream, et Rattlesnakes. C'est les 3 grosses. Les autres sont assez courtes. Moi, honnêtement, là j'ai eu un gros creux ici, là. Tout ça, c'est comme un gros creux, parce que il y a des nouvelles qui étaient déjà publiées en français. Donc, en français, on avait déjà eu Willy the Weirdo sous le nom de Willy le Zinzin. On avait déjà eu L'expert en turbulence, et on avait déjà eu Laurie. Donc déjà, je relis. J'aime pas relire. Enfin, non, j'aime pas relire, il n'y a pas d'autre façon de le dire. On avait aussi eu d'autres histoires qui n'existent pas en français, mais qui existent en anglais. Et moi, je fais partie des personnes qui, vu que je lis en anglais, que je veux me tenir quand même au courant de ce que publie King au fur et à mesure, d'être sûr de rien louper, dès qu'il y a un truc qui est publié, je me procure le magazine, je me procure l'article, c'est souvent dans des magazines, les nouvelles, et donc du coup, on en a 5. 1, 2, 3, 4, 4. Non, 5. Attendez. Bon, bref. On a celle-là, The Fifth Step, qui était déjà parue en anglais. On a Finn, qui était déjà paru en anglais. On Sliding Road, et Red Screen. Donc ça fait 4 aussi, en anglais. Pourquoi j'avais compté 5 ? Bref. Du coup, moi, j'ai eu là 2 nouvelles que je relis. Une nouvelle c'est la plus longue du recueil. Moi, dans mon e-book, qui faisait 633 pages, et je crois qu'elle faisait un bon 200 pages. D'autant que elle est très proche d'une de ses autres histoires. Donc pour moi, c'était un peu répétitif, surtout la première centaine de pages, où j'étais en mode « Ah ouais, mais je suis en train de relire un roman que j'ai déjà lu, là, et ça m'intéresse pas, c'est pas inédit. » Et pour autant, j'ai beaucoup aimé la nouvelle, mais du coup plutôt à la fin. Et là, une grosse ligne droite de relecture, et ça m'a pas saoulée, parce qu'il y a vraiment des nouvelles que j'aime beaucoup. Là, ces 2-là, L'expert en turbulence et Laurie, je les aime vraiment beaucoup. Mais ça reste de la relecture pour moi, et du coup c'était un peu long. Globalement, mon avis est plutôt positif. Moi, je le trouve... L'exercice qui est toujours intéressant avec les recueils de nouvelles, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu dans la réelle que j'ai publiée, c'est quand même de se dire... Là, vu qu'elles sont toutes récentes, elles ont toutes... la plus vieille, elle a 8 ans, 6 ans, je crois que c'était 2018, celle qui a été publiée il y a le plus loin, pour la première fois. On est quand même sur une grosse loupe sur ce que King a dans cette œuvre en ce moment. Et on est quand même sur un homme de 74 ans, dont les collaborateurs commencent à décéder les uns après les autres. Qui sait qu'il va pas vivre encore 20 ans parce que les séquelles de son accident, parce que la drogue, l'alcool l'ont abîmé et tout. Et ça se sent dans ce recueil-là. Et moi, je trouve que l'exercice est intéressant, surtout là-dessus, c'est vraiment une plongée dans sa psyché, et on se dit... en lisant attentivement, on arrive à voir s'il fait des insomnies le soir, on arrive à savoir sur quoi sont basées ses insomnies et ce qui lui tourne en tête quand il essaye de s'endormir. Et pour ça, il est cool. Et du coup, il a fait très peu de promos. Il a fait... je me dis, pour Oli, il avait fait assez peu de choses, mais il a tendance à faire les mêmes plateaux télé. C'est-à-dire un Good Morning America qui dure 4 minutes et un autre plus 1 ou 2 radios. Et là, moi, j'ai pas vu passer grand-chose, honnêtement, et pourtant j'ai des alertes un peu partout. Ce qu'on a eu, et que je vous ai traduit, on a eu ceci. Une interview dans Esquire, en fait, Esquire, le magazine américain, ils ont un format qui s'appelle What I've Learned, donc ce que j'ai appris, c'est un peu... je me demande si c'est les mêmes questions pour tout le monde. Il y a un côté très questionnaire de Proust, en fait, où c'est les mêmes questions que... ah non, c'est pas des questions, je pense qu'il lui pose quand même des questions. En gros, en plusieurs points, il dit ce qu'il a appris depuis le début de sa carrière, que ce soit d'un côté pro ou un peu perso, mais il y a quand même beaucoup pro dans... Après, bon... son obsession pour l'écriture, on la connaît.
Donc évidemment, il parle qu'il doit travailler tous les jours, que l'échec c'est important, et des petits aspects familiaux avec être là pour ses enfants, etc. Donc on a ça comme interview que je vous ai traduite, qui a au moins le mérite de se lire rapidement, hein, honnêtement. Et on en a une autre qui a été faite avec la radio NPR, où on revient surtout, pas vraiment sur le détail des histoires, l'origine de chaque histoire, il l'a pas fait. Alors il le dit dans le... Comment ça s'appelle ? La propos. Je sais plus dans le sommaire comment ça s'appelle, mais en gros, il a pas fait d'introduction au recueil, il a fait une conclusion au recueil, et il disait, en fait, je vais pas revenir sur où j'étais et à quoi je pensais, qu'est-ce que je faisais au moment où j'ai eu l'idée de cette nouvelle-là, et je vais pas le faire pour chaque nouvelle parce que ça a aucun sens, mais je peux vous parler, par exemple, de cette nouvelle-là, et je l'ai commencé il y a 45 ans, et je l'ai terminé là récemment, et ça revient là-dessus, en fait. Ça revient là-dessus, c'est la nouvelle The Dreamers, je crois, non, The Answer Man, celle-là. The Answer Man qui pourrait se traduire par l'homme qui a les réponses, ou l'homme aux réponses, l'homme à la réponse même, parce qu'il l'a mis au singulier, lui. En gros, dans cette interview, il explique qu'il a commencé à l'écrire à 30 ans, et que c'est l'an dernier, il y a sa famille qui est venue faire du ménage dans son bureau. C'est un peu bizarre, parce que la façon dont il l'a dit, on aurait dit qu'il est mort et que du coup sa famille vient débarrasser son bureau, et du coup il dit que un de ses neveux a trouvé cette histoire, l'a lu et lui a dit, il y avait 15 pages je crois de l'histoire, et lui a dit elle est cool, tu devrais la terminer. Et il a lu les 15 pages, il a dit oui c'est vrai, il y a moyen d'en faire quelque chose. Et là il en parle en disant que en fait il a eu l'impression de devoir crier dans un canyon du temps et d'essayer d'avoir un écho du lui d'avant, parce qu'il voulait essayer de la terminer de la façon dont il l'avait commencé, sauf qu'il s'est passé 45 ans entre le début et la fin, et donc où il disait que c'était un gros effort presque d'introspection sur qui il était, comment il écrivait, qu'est-ce qu'il avait en tête à ce moment-là. Et cette interview, elle raconte quasiment que ça, et il a pas fait beaucoup d'autres interviews. Blaise également vient d'un fond de tiroir. Ouais, mais en vrai, si on regarde Histoire de Lisée, moi je pense que Histoire de Lisée, déjà c'est une de ses histoires préférées, parce que... celle qui lui tient le plus à cœur. Et quand même, Histoire de Lisée, c'est une fois de plus un auteur qui quand il meurt, on voit qu'il a beaucoup de manuscrits et de choses commencées, pas terminées, ou pas relues, ou tu vois, Cimetière aussi, hein, en fait, ça vient du fond d'un tiroir parce qu'il a dit que c'était trop horrible et que personne ne voudrait jamais lire ça. Et je pense que... En fait, c'est marrant parce que je crois que c'est dans cette interview-là, on lui demande... Est-ce que c'est dans cette... Où est-ce que j'ai entendu ça ? On lui demande combien de livres vous avez écrits. Ah, c'est là, c'est ici, parce qu'il dit qu'il aimerait bien... Attendez, je cherche moi-même... Il dit que quand il était jeune, il rêvait d'en écrire une centaine. Et il me semble... Voilà. Donc l'intervieweuse dit « Écoutez, dans un récent article sur vous, nous avons estimé entre 50 et 70. » C'est-à-dire de livres qu'il a écrits. Parce que, voilà, la question est là. Vous avez écrit combien de livres à ce jour ? Et moi, je fais une différence entre le nombre de livres qu'il a écrits et le nombre de livres qu'il a publiés. Alors après, peut-être que dans sa tête, un livre n'est pas terminé d'être écrit tant qu'il n'est pas publié. C'est-à-dire que c'est comme un dessin, tant qu'on ne l'a pas encadré, on estime qu'on ne l'a pas fini. Peut-être. Parce qu'on peut toujours essayer d'y revenir, changer des choses et tout. Et il disait que quand il était enfant, il espérait en écrire une centaine. Moi, je pense qu'il en a écrit une centaine. Mais qu'il n'y en a que 70 qui sont publiés. Et il y a longtemps, dans une interview, il disait que il pourrait mourir demain et personne ne le saurait parce que son fils Joel pourrait terminer les histoires qu'il a commencées et donc continuer à être publié pendant quelques années. Donc il doit là avoir peut-être pas une trentaine de romans, mais il doit avoir beaucoup de nouvelles qui sont prêtes à être publiées, je pense. Ou pas loin d'être prêtes à être publiées, ou un peu oubliées comme Cimetière l'a été. Ou comme Carrie a failli l'être, hein, l'origin story de King, c'est quand même Carrie. Donc voilà. Et moi j'ai trouvé que ces deux interviews-là. Ce qui est assez peu... Ce qui est quand même assez peu, il fait de moins en moins de promos, j'imagine qu'on lui en demande, mais peut-être en fait, vu qu'il a publié... je
Bah non, c'était il y a déjà un moment quand même, Oli. Ouais. Bref, voilà. Donc You Like It Darker est sorti. On sait pas pour la France quand ça se passera. Évidemment, je vous tiens au courant. Hein. Je vous tiens au courant. Ce qu'on sait par contre, on a une parution en français qui arrive au mois d'août. Qui est ici. Qui est la version poche de la nouvelle traduction de Shining. Parce que, pour rappel, le Shining tel qu'on le connaît actuellement et qu'on l'a toujours connu, il y a des erreurs de traduction et surtout il y a des chapitres qui sont coupés. Et les éditions JC Lattès avaient sorti en novembre 2023 une nouvelle édition de Shining, on le voit là. Hop, c'est moi avec un mauvais son. Voilà, c'est le livre là, on le voit ici, qui est joli dans cette version-là et pas très joli dans la version brochée. Du coup, il sort en version poche, et ça c'est une bonne chose, en août, le 21 août 2024, au livre de poche, avec cette jolie couverture, et évidemment, il est préfacé par Delphine de Vigan. Très bien cette nouvelle trad, elle m'a réconcilié avec ce texte. Oui, il faudrait que je le lise. En vrai, je me dis, je voudrais le lire, et en même temps, j'aimerais bien avoir aussi cette comparaison avec le texte. Moi, je me souviens avoir adoré Shining à l'époque où je l'ai lu. Je pense que je l'ai lu il y a 15 ans, donc peut-être que aujourd'hui je l'aimerais plus autant. Mais j'aimerais surtout me dire, je m'en souviens plus assez précisément pour n'avoir que... Non, en fait, je suis incapable de dire qu'est-ce qui peut avoir changé d'une trad à l'autre. Donc il faudrait que je lise l'ancien et que je lise le nouveau, sachant que j'aime pas relire, ça veut dire qu'il faut que je relise. Que je relise Shining et que je lise cette version-là de Shining qui est différente et en même temps un peu la même chose. Voilà. Et j'avais pas vu que le rouge il allait jusqu'au milieu là. Intéressant. Voilà. Donc on est sur une jolie couverture quand même au livre de poche qui sortira en août 2024. On a quoi d'autre en actu de King? Ah oui, ça c'est marrant. Moi j'ai pas regardé cette série là. J'adore relire du King, à chaque fois j'ai une nouvelle saveur. Ouais. En vrai, en fait, moi il y a tellement de livres que je veux lire que je prends pas le temps de relire. Pardon, je mange des myrtilles. En fait, je prends pas... Ouais, il y a trop de livres que je veux lire pour prendre le temps de relire. La seule chose que je relis, c'est La Tour Sombre, mais parce qu'on fait le podcast. Alors, je pense que c'est très personnel d'Anito comme question, comme réponse, comme question. Enfin, moi, ma réponse va être très personnelle. Pour moi, relire, oui, c'est... J'ai l'impression de perdre mon temps quand je relis. De la même façon que ma meilleure amie, elle regarde en boucle les mêmes séries. Tu me feras pas revoir... Et peut-être si, non. Enfin, genre The Leftovers, ça fait 5 ans que je dis qu'il faut que je revoie la série. Et je sais très bien que je vais jamais la revoir, parce que je me dis, je consacre déjà peu de temps à regarder des séries. J'ai envie de nouveautés, de découvrir de nouvelles choses et tout, et pas revoir un truc que j'ai déjà vu. Même quand c'est quelque chose que j'ai oublié. Parce qu'en réalité, il y a tellement d'histoires de King, je pourrais dire... Il y en a, je m'en souviens pas. Rien que après, qui est récent, hein. Après, il a moins de 10 ans, je m'en souviens pas. Mais alors, pas du tout. Je le relirai pas. Ah, trop bien, Dead Hunter. Est-ce que tu regardes ou est-ce que tu re-regardes The Leftovers? Est-ce que c'est parce qu'on en a parlé dans le dernier épisode de la 19ème Palab et que tu voulais la ref? Première fois, très bien. J'ai découvert beaucoup de King ado. En lire les adultes, je suis plus touchée par les sujets qui tournent autour de la parentalité. Je comprends moins les... Ouais. Oui, je vois... Enfin, moi, j'ai adoré ça parce que je l'ai lu. J'avais plus ou moins l'âge des protagonistes et ça joue beaucoup. Et là, il y a un petit enfant dans ma vie et je me dis, si je lis Cimetière, pour autant, je suis pas concernée autant que les protagonistes de Cimetière. Forcément, ça me ferait quelque chose aussi. Du coup, on parlait... en parlant de série, justement, King, il a regardé sur Netflix une série qui s'appelle Mon Petit Reine, qui est une série adaptée de faits réels sur... Je sais pas exactement si la femme, elle le prend comme otage, enfin, qui développe une espèce d'obsession malsaine pour un humoriste qu'elle va voir un jour sur scène. Je crois que c'est grosso modo ça. Et
C'est très proche de Misery, quand même, dans l'idée. Et en fait, il a adoré la série, donc du coup, il en a parlé sur X, anciennement Twitter, c'est souvent ce qu'il fait. Et puisqu'il a adoré, bah, le London Times, c'est une série anglaise, ils lui ont dit viens, on te paye. Je dis ça, mais c'est lui qui a tweeté. En fait, il a tweeté de façon assez ironique en disant on m'a payé pour écrire sur mon petit Rennes et dire que j'aime bien. Enfin, pas dire qu'il aime bien, mais en fait, vu qu'il a dit sur X qu'il aimait bien, le London Times il a dit on te donne de l'argent si tu nous fais une page dans notre journal pour parler de la série. Et donc, du coup, comme il le fait pour des livres, il le fait dans le New York Times pour des livres. Donc là, il l'a fait pour la série. Je suis pas allée acheter l'article, honnêtement. Voilà. En gros, il a bien aimé la série. Il a bien aimé, hein. Il y a pas. J'ai pas l'impression qu'il rentre dans le détail de pourquoi tel enjeu, truc, machin, parce que je doute que le London Times veuille spoiler la série qu'ils essayent de promouvoir. Donc voilà. Moi, je l'ai pas vue. Et ça fait pas partie. Je disais, je consacre assez peu de temps aux séries, et ça fait pas partie des choses que j'ai envie de voir, mais je sais pas dans quelle mesure on peut vraiment le rapprocher de Misery ou pas. Mais j'ai vu beaucoup de choses passer de cet ordre-là. Et enfin, je dis et enfin, c'est pas la fin, mais côté Actu de King, est-ce que c'est intéressant? Je sais pas. Moi, ça m'intéresse. Là, on est quand même sur... Ah là là, c'est de pire en pire, non. Sur une news importante. Alors, importante, je sais pas. En fait, c'est quelque chose dont j'ai dû beaucoup parler quand j'ai fait les vlogs, quand je suis allée dans le Maine, parce que des gens ne comprenaient pas que on aille se prendre en photo devant une maison et trouvaient que c'était très intrusif. Et en fait, la maison de King est connue depuis hyper longtemps. Je pense que tout fan de King connaît cette maison, connaît ce manoir. Et eux-mêmes ont beaucoup joué, quand je dis eux, c'est Steven et Tabitha, à l'époque où ils habitaient encore là, parce qu'ils n'y habitent plus, ont beaucoup joué sur le fait de... on se prend en photo devant, on met des choses aux fenêtres au moment d'Halloween pour quand vous prenez les photos, il y a des trucs un peu d'Halloween et tout. C'est ancré dans la culture kingienne de passer par cette maison quand on est fan, passer devant, prendre des photos, tout ça. Sinon, ils auraient mis des haies depuis longtemps. C'est pas très américain, en plus, de mettre des haies. C'est vraiment quand vous allez aux États-Unis, c'est pas comme en France, c'est des jardins ouverts, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien du tout, c'est ouvert sur la rue, c'est ouvert sur le jardin des voisins. C'est pas trop dans leur culture, et en plus là, en vrai, la propriété, elle est immense. Ils ont tellement d'espace derrière qu'ils vont jamais devant, ils n'ont pas besoin d'aller devant, surtout pas maintenant qu'ils y sont plus, mais ils en avaient pas besoin. Donc du coup, ils ont toujours laissé ouvert comme ça, pour les photos notamment, parce que c'est ce qui est le plus emblématique pour les fans de King. Donc ça, moi, c'est une photo que j'ai prise quand je suis allée en octobre. Et vous voyez là, en fait, toute cette zone-là, moi, il faisait beau, donc j'ai eu de la chance, donc c'était tout sec. Mais c'est une zone qui est piétinée à longueur de journée, parce qu'il y a vraiment tout le temps du monde dans cette rue qui vient prendre des photos. C'est piétiné à longueur de journée, et donc forcément, on est dans le Maine, la moitié du temps il pleut, l'autre moitié il y a de la neige. Donc du coup... Ah, il y a une publicité, écoutez, si vous êtes en plein dans la pub, je suis désolée. Donc du coup, il y a eu des travaux qui ont été faits. Des travaux, c'est pas des gros travaux, mais des choses qui vont faciliter, enfin qui vont, en tout cas, oui, faciliter. Ils ont un peu regoudronné là, ici, parce que c'est quand même en meilleur état que là, on voit c'est tout craquelé. On n'est pas tout à fait au même niveau du portail. Quand bien même, on voit c'est tout craquelé. Et là, toute cette zone-là, là, qui était du coup la moitié du temps de la gadoue, qui en plus devait verglacer pendant les hivers du Maine, ils ont tout pavé. Ils ont tout pavé, donc c'est mieux et pour les gens qui habitent dans la rue et qui passent là souvent, et aussi pour les fans qui viennent et qui prennent des photos, quoi. Et c'est joli comme ça, je trouve. C'est joli. C'est quand même mieux. Ça fait un peu moins décrépit que ça, là, comme ça. Sachant que moi, quand j'y suis allée, le lendemain de cette photo, ils ont nettoyé les feuilles, mais je trouve ça plus joli avec les photos. Et ça fait partie de la vie de King, en réalité, donc c'était important de vous le dire quand même, parce qu'il y a eu des... En vrai, l'article s'est paru dans le Bangor Daily News, donc je me dis, si le Bangor Daily News en parle, je peux en parler, je fais un peu le travail du Bangor Daily News, mais avec un focus uniquement sur King. Côté
Adaptation de King, il y a une chose dont j'ai oublié de vous parler la dernière fois, dont vous avez entendu parler dans le podcast, mais pas dans ce live-là, c'est une comédie musicale. Cette maison ferait une belle maison hantée. Je trouve qu'elle fait trop propre pour faire maison hantée. Pour moi, la maison hantée, c'est... Ou alors c'est la maison hantée de Disney, quoi. Tu vois, parce que c'est quand même très bien entretenu. Pour moi, la maison hantée, c'est ça. C'est la maison de Nable Street. Oui, techniquement, je suis assez d'accord. Techniquement, toutes les maisons... Ah, quoique... Ça dépend. Pour moi, une maison, elle est hantée s'il y a des gens qui sont morts ou qui... Excellente question. Est-ce qu'une maison est hantée parce que elle est construite sur genre un ancien cimetière, ou parce que des gens sont morts dans cette maison, ou parce que les anciens habitants de cette maison sont morts et sont revenus hanter la maison? Non, elle est pas connue pour avoir un passage secret. Ah oui, la première maison d'American Horror Story. Oui, mais à ce compte-là, toutes les maisons sont hantées, en effet, tu vois. C'est vraiment... Oui, mais du coup, tu vois, moi je me dis peut-être que là, dans mon appartement, il y a quelqu'un qui est mort un jour et il est hanté. Et je pense qu'il y a des gens qui sont déjà morts dans cet immeuble et potentiellement, du coup, il est hanté et ça passe... à ce compte-là, tout est potentiellement hanté. Mais du coup, spontanément, je vais pas me dire, elle est peut-être hantée, parce que pour moi, spontanément, je vais me dire, elle est peut-être hantée, c'est un truc où on un peu un délit de faciès de maison, on va se dire, ah ouais, il s'est passé des trucs hardcore dans cette maison, genre Nable Street, ou dans la tour sombre, Dutch Hill, tu vois. Oui, ça dépend ce qu'on appelle hanté. Donc, la dernière fois, j'ai oublié de vous parler de ça, qui est une comédie musicale parodique, inspirée de Stephen King, qui s'est jouée à New York. Je peux vous montrer. On retrouve un peu des références à Shining, des références à ça, des références... Là, on est encore sur Shining, on a du Salem. Shining encore. Il me semble qu'on avait vu Salem... Shining toujours. Les deux de derrière, je sais pas... Je mets pas le sens parce que je suis pas sûre d'avoir les droits. Genre, eux, je sais pas. Voilà, on a un t-shirt Creepshow. Je pense que lui, il est censé jouer... En fait, là, c'est Danny et Aloran. Je pense. Shining, toujours. Voilà, là, on a du Salem. On a du Misery, on a du Cujo. On a du ça. Bref, voilà. C'est une parodie. Elle s'est jouée à New York. Et je sais qu'ils cherchent des fonds pour essayer de partir en tournée. Ouais, c'est vraiment de la comédie un peu burlesque, un côté un peu Rocky Horror, ouais, tout à fait. Je sais pas ce que ça vaut. Ah, on a Dr. Sleep, parce que là, c'est rose au chapeau. Putain, j'ai l'impression de découvrir les photos que j'ai mises en ligne. Elle était acide, celle-là. Bref, voilà. Donc, côté adaptation, on a du nouveau sur Welcome to Derry. Déjà rapidement, c'est la série préquelle. Ouais, Dr. Sleep et Pennywise on Sleep, c'est ça. C'est la série préquelle à ça. Alors, comment on fait la préquelle à ça? En fait, c'est pas le préquel des romans, c'est le préquel des films, parce que Barbara et Andres Muschietti, ils ont fait ça 1 en 2017, ça 2 en 2019, et là, ils font un préquel à leur franchise ça, du coup, avec une série qui s'appelle Welcome to Derry, sur laquelle on a assez peu d'infos, et en même temps, elle est en tournage, donc c'est normal qu'à ce stade, on n'en sache pas trop. Mais on a un des réalisateurs des épisodes qui a parlé dans une interview récemment en disant que l'avantage de la série, ce serait qu'on puisse se concentrer plus sur les personnages, leurs émotions, leur vie, leur contexte et tout. Et ça, c'est bien qu'ils le disent parce que
Pour moi, c'est pour ça que la seule bonne façon de bien adapter King, c'est en série. Parce que King, il fait ça, en fait, à part pour une nouvelle, mais il n'y a pas assez de matière dans une petite nouvelle pour faire une adaptation. Tout le propos des récits de King, c'est quand même les personnages et ce qu'ils ont dans la tête. Donc ça, pour le coup, le format série le permet. Et aussi, il disait que ça fera peur, avec la même volonté de faire peur que les 2 films. Donc après, la peur, c'est toujours une question de sensibilité. Moi, j'ai pas eu peur. Hein, le premier, ça, j'ai eu peur, mais parce que la dame du tableau, c'est vraiment un peu tout ce qui me fait peur. Donc j'étais inquiète. Ou j'étais mal à l'aise. Mais ils ont une volonté de faire peur, mais je pense pas... En fait, à voir s'ils s'adressent toujours au même public. Est-ce qu'ils s'adressent toujours aux 14-18 ans, ou est-ce qu'ils s'adressent à ceux qui avaient 18 ans en 2017, qui là, du coup, ont 25 ans, plus ou moins, et qui, du coup, vont chercher des choses un peu plus matures en termes d'horreur. On va voir. Je vais voir Pennywise en slip quand un spectacle en France. Écoute, je t'en prie. Montre-le, j'en parlerai sur le site. Oui, j'y viens, Danito. Donc, Welcome to Derry est en tournage en ce moment. Ils sont à Toronto, là. Ils sont au Canada. Ça, on sait depuis longtemps que le tournage est en cours, qui se termine le mois prochain, au mois de juillet. Et on a eu des choses cette semaine à ce sujet. Ça a commencé avec ceci, que j'ai pas mis à jour encore, qui a été... en fait, le Esquire, ils ont fait un magazine spécial autour de Bill Skarsgård ce mois-ci, et en fait, dedans, il est interrogé sur toute son actu et tout, et il lâche un truc qui est... on lui pose la question sur le fait s'il rejouerait ou pas Gripsou. Et lui, sa réponse, c'est « Je ne veux pas dévoiler d'informations ». Bon, j'ai envie de te dire, gars, le fait de dire « Je ne veux pas dévoiler d'informations », t'es déjà en train de dévoiler une information parce que c'était quand ? En avril 2023, je crois. Tic, tic. Je l'ai pas mis là. En avril 2023, il avait dit mais moi, j'ai pas été contacté pour ça. Donc on s'était dit « Ok, en fait, il va pas être dedans ». Et là, le fait qu'ils disent pas « Non, j'ai pas été contacté », mais qu'ils disent « Je dirai rien, je peux rien dire », en fait, si tu ne peux rien dire, ça veut dire qu'il y a des choses à dire. Premier élément. Deuxième élément, il a parlé, il a dit des peut-être un peu sur... genre, est-ce que tu rejouerais Gripsou ? Ouais, peut-être. Voilà. Et autre élément, il a parlé d'un tournage dont il n'a pas le droit de parler. Genre, il a dit, là, les prochains jours, j'ai un tournage, mais bon, je peux pas trop en parler. Ça sera à Toronto, mais bon, je peux pas trop en parler. Et ni une ni deux, en fait, c'est là où se tourne actuellement Welcome to Derry, qui est le même endroit où se sont tournés les 2 films ça, donc c'est les mêmes studios, les mêmes décors extérieurs, tout le même endroit. Et tout le monde s'est dit, mais il nous prend pour un con, quoi. Évidemment que du coup, il reprend son rôle de Gripsou, parce qu'il y a trop d'indices, quoi. Et ça a été plus ou moins confirmé, de façon un peu détournée. Moi, je suis restée là sur Sème le doute parce que la confirmation n'est pas vraiment officielle, mais il faudrait au moins que je mette à jour avec l'info que y a un magazine qui a dit Bill Skarsgård reprend son rôle de Gripsou, machin, nugneux, qui a été très affirmatif. Et cet article a été retweeté par... Je sais plus qui exactement l'a retweeté. Quelqu'un de la production, il me semble pas que ce soit un des 2 Muschietti, a été retweeté... par quelqu'un qui est assez bien placé dans la production pour savoir si Bill ou pas reprend le rôle, ce qui vaut un peu validation. Et on va en reparler juste après avec La Tour Sombre. En vrai, un réalisateur ou quelqu'un dans la production qui retweet une information sur quelque chose qu'ils sont en train de tourner, dont le titre est Bill Skarsgård de retour dans Welcome to Derry, ça veut un peu dire ce que ça veut dire. Donc on devrait... Je sais pas si ça me plaît ou pas en réalité. On devrait retrouver Bill Skarsgård. Ce qu'on ne sait pas, c'est, en vrai, est-ce qu'on peut forcément conclure qu'il va reprendre le rôle de Gripsou ? Parce que, rappelons-le, Gripsou, c'est une des formes de ça. La série, elle va se passer dans les années 60. Je suis à peu près sûre que dans les années 60, les clowns, ils étaient pas comme ça, en fait, parce que lui, sa forme de clown, quand bien même elle existe depuis longtemps,
Les clowns, ils sont aussi dépendants un peu de la culture actuelle et de la mode vestimentaire actuelle, si je puis dire. Si on avait fait un clown des années 60, il aurait pas ressemblé à ça. Et c'est pour ça qu'on a un Gripsou des années 90 qui ressemble... Pourquoi j'ai mis 97 ? Je sais pas. Qui ressemble à ça, parce que les clowns ressemblaient plutôt à ça en 90 et ils ressemblent plutôt à ça en 2017. Donc il reviendra pas, peut-être pas sous forme de clown, peut-être pas sous cette forme de clown, parce que en plus... Comment je peux retrouver ça ? On a ça dans ça, chapitre 2. On a cette version-là de Gripsou, en fait, de Bob Gray, qui est l'homme qui est en train de se transformer en Gripsou. Donc on est plus ou moins sûr que Bill sera dans Welcome to Derry, en tant que ça, mais sous quelle forme de ça, on ne sait pas trop. J'aurais préféré que ce soit pas le cas, mais comme j'attendais déjà rien de la série... Ouais, en fait, c'est que je suis tellement fatiguée des 50 milliards de produits dérivés qu'il y a autour de juste cette tête-là. Et je me dis, ils vont vouloir en faire autre chose d'aussi fort stylistiquement pour peut-être vendre d'autres produits dérivés, ou alors ils vont être un peu plus subtils et faire un personnage un peu plus secondaire. Je sais pas trop, mais parce que... En fait, ça dépend quelle place il va prendre dans le script. Ça se trouve, Bill est là que pour 2 épisodes, on va le voir rapidement, et ça va juste être une présence plus ou moins présente, on sait pas trop, quoi. Il va peut-être... Oui, alors oui. En vrai, imaginez... C'est où... Peut-être, potentiellement, là, on a... Potentiellement, il ressemblera à ça. On sait pas. On sait pas du tout. C'est sûr et certain qu'il revient dans Welcome to Derry. C'est pas sûr qu'il revienne dans Gripsou. Et c'est pas sûr, surtout, qu'il revienne dans cette version-là de Gripsou. Et ça, on le saura. On va pas le savoir tout de suite parce que c'est encore en tournage, donc production, montage et tout. En vrai, je pense que avant la rentrée, on n'a aucune info officielle et je pense que plutôt à Halloween, on va avoir un début de communication parce que ça va sortir en 2025. Il y a peu de chances de voir Bill en slip, ce n'est pas du cas qui écrit le slip, c'est vrai. C'est vrai. Les photos dans l'Esquire sont très très belles pour ça d'ailleurs. Du coup, en vrai, oui, Dead Hunter, moi je sais pas non plus quoi en attendre. Je me dis, il y a des trucs très très cool à faire, même en prenant des libertés, tant pis, ils veulent étendre leur franchise, ça, c'est ok, tant que tu restes dans l'esprit King, je suis pas plus gênée que ça. J'ai juste très peur de la volonté qu'il peut y avoir un peu en tâche de fond sur... vouloir à tout prix faire du Gripsou pour avoir encore plus de trucs, pour faire couler de l'argent sur une licence qui a déjà été bien essorée. C'est surtout ça qui me fait peur. La série sur Salem. Alors, il n'y a pas de série sur Salem, il y a un film Salem qui est censé sortir cette année. Je crois qu'ils l'ont prévu pour octobre 2024 sur Max, oui, et qu'ils disaient, voilà, pour Halloween. Enfin, ils disaient dernier trimestre de l'année pour Halloween. Mais c'est pas une série. Oui, le film, oui. Non, mais en vrai, pour y avoir un film, parce que le film, il est prévu depuis longtemps, on aurait pu avoir un projet de série en plus entre-temps, et j'ai pas toujours tout en tête. Donc normalement, sur Max, d'ici la fin de l'année, je me dis, en toute logique, vu qu'ils annoncent dernier trimestre, ça devrait être pour Halloween. Côté toujours adaptation, et vu qu'on parlait de cette histoire de... Est-ce que retweet, ça vaut validation? Alors moi je dirais que oui, c'était déjà le cas il y a des années quand on parlait de Twitter et des chartes d'utilisation de Twitter, c'était déjà le cas. On a un sujet la tour sombre. Moi je suis pas contente. Contexte. Mike Flanagan, qui a déjà beaucoup adapté Stephen King, et qui là devrait sortir normalement quelque part dans l'année son adaptation de La vie de Chuck.
il a les droits d'adaptation de La Tour Sombre. J'ai vu que l'image de la série sur l'Institut des débutants, je vais en reparler. La Tour Sombre, donc il a les droits d'adaptation. Il a toujours pas, à notre connaissance en tout cas, de diffuseur, de financeur, de machin. Donc le projet est en cours, on sait qu'il a en tête des gens pour le casting et tout. Moi j'adore ce que fait Mike Flanagan. Le seul souci que j'ai avec ce que fait Mike Flanagan, c'est il est tout le temps avec les mêmes acteurs et actrices. Et je me dis, ok, en fait, j'ai rien contre le fait qu'ils veulent fonctionner en troupe, juste. Moi, j'ai tendance, du coup, à avoir des acteurs et des actrices et pas avoir le personnage qu'ils interprètent. C'est-à-dire, toutes ces séries, je passe les 3 premiers épisodes à me dire, ah oui, c'était un tel dans l'autre série, c'était un tel dans l'autre série, et du coup, je vois pas le personnage qu'il est censé interpréter parce que c'est trop tout le temps les mêmes têtes. Et oui, elles sont très bien, ces séries. Et c'est pas mon sujet, je pense qu'il est très bien placé pour adapter La Tour Sombre. Je pense qu'il peut faire des très bonnes choses, mais pour La Tour Sombre, je veux pas voir des têtes connues. Pas dans les rôles principaux, et pas... En fait, j'ai l'impression qu'on prend La Tour Sombre pour un club de vacances. Je sais que c'est pas son intention, mais c'est pas... La Tour Sombre, c'est pas un truc qui se fait entre potes. La Tour Sombre, c'est un truc qui se fait sérieusement avec la meilleure personne possible que tu pourras caster, et pas ton copain parce que t'aimes bien faire des films avec lui, quoi, ou des séries avec lui. Et donc, c'est un peu la crainte de beaucoup de monde depuis le début du projet, où en fait on a vraiment, pour La Tour Sombre, il faut vraiment repartir de d'une base neutre. Un peu comme l'a fait Game of Thrones, il y a des têtes connues, mais pas dans les personnages principaux. Et pour moi, il faut faire ça aussi. Il faut amener des nouvelles têtes en disant, ok, ça c'est Roland, ça c'est Eddie, ça c'est Susanna, ça c'est Jake, ça c'est Hot. Vous les avez jamais vus nulle part, ce sont ces personnages-là, et un peu comme Harry Potter, et tant pis si ça leur colle à la peau, ils trouveront d'autres rôles pour se le décoller, mais il faut partir d'une base neutre. Et donc moi, ma grosse crainte, c'est qu'il fasse ce qu'il a déjà fait avec ses autres adaptations de King, parce qu'il suffit de voir le casting de La Vie de Chuck. Ma grosse peur, c'est qu'il nous resserve le même casting qu'il a depuis 8 ans, là, sur toutes ses séries. Et il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas, en réalité. C'est ça le truc. Et parmi les acteurs et actrices avec qui il travaille toujours, il y a cet homme qui s'appelle Rahul Kohli, qui est un excellent acteur, qui probablement fera un très bon Roland Deschain. Et je dis ça parce que, en fait, lui, il était en lice pour jouer un gros rôle dans Les 4 Fantastiques de Marvel, le prochain film, et il l'a pas eu. Genre, il est arrivé dans une des dernières positions du casting, on sait qu'il l'a pas eu, c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu. Et en fait, sur Twitter, il y a cette personne-là qui a dit, qui a un peu... non, première chose. Lui, attendez, dans quel ordre ça s'est passé ? Ça s'est passé 25 mai, 9h... Oui. Donc il y a Funky Flunger sur Twitter qui dit « Et Mike Flanagan, je pense que de toute façon, il ressemble plus à Roland Deschain qu'à Reed Richards. » Reed Richards étant le rôle qu'il aurait pu jouer s'il était allé au bout du casting, s'il avait été pris pour cette histoire des 4 Fantastiques de Marvel. Évidemment, tout le monde a liké, a réagi, machin, truc. Et... je me demande, est-ce qu'il l'a retweeté ? Est-ce qu'il l'a retweeté ou pas ? Je sais plus en fait s'il l'a retweeté. Oui. En fait, c'est ça le truc. Ce message où le gars dit « Et il a quand même plus un look de pistolero quoi qu'il arrive », a été retweeté par Mike Flanagan. Ok, le fait que Mike Flanagan soit d'accord avec le fait que Rahul Kohli a plutôt une dégaine de pistolero que de super-héros des 4 Fantastiques, ça veut pas dire qu'il l'envisage. Ça veut juste dire, ouais, je suis d'accord, c'est plutôt un pistolero, parce que c'est quand même pas tout à fait le même délire. Sauf que le lendemain, Mike Flanagan relaie cet article de Deadline qui parle de, en fait, où Rahul Kohli dit, en fait, j'ai pas été pris dans le rôle des 4 Fantastiques. Et Mike Flanagan, il dit, nous travaillons ensemble depuis une demi-décennie maintenant, je suis fier d'appeler Rahul un ami. Il aurait été parfait pour ce rôle, mais il est destiné à de plus grandes choses. Et là, tout le monde se dit, ah,
La veille, il retweet un message qui dit de toute façon, il a plutôt une dégaine de Pistolero et de Roland. Et là, il dit il est destiné à de plus grandes choses. Est-ce qu'il le dit de façon un peu quoi qu'il arrive, il fera des grandes choses et s'il l'a pas eu, c'est que c'était pas pour lui et machin truc. Ou est-ce qu'il le dit en mode moi j'ai des projets pour toi mon gars, ça sera d'une plus grande ampleur que les 4 Fantastiques et ça va être la Tour Sombre. Et tout le monde l'a un peu pris comme ça. Moi je le sens un peu comme ça aussi parce que Mike Flanagan est vraiment du genre à faire ce que fait King du coup, mais à mettre des petits indices par-ci par-là sur des projets et tout. Genre la Tour Sombre, quand on a su qu'il avait les droits, ça faisait longtemps qu'on savait qu'il travaillait sur... Enfin, en tout cas, il était très très proche d'avoir les droits ou qu'il voulait travailler sur le sujet parce qu'il est pas très... Il est discret, mais quand on sait le lire et l'écouter, on voit un peu ce qui se passe. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop de hasard sur cette partie-là. Et du coup, je suis un peu comme Dead Hunter, je suis un peu hashtag team pas content. Parce que j'ai pas envie. Et le sujet, c'est même pas est-ce que ça ferait un bon Roland ou pas. C'est... En fait, on connaît déjà sa tête. On connaît déjà trop sa tête. Donc, non. Moi, j'ai pas envie de le voir. Après, est-ce que j'ai envie de voir une adaptation de La Tour Sombre ? Non. La moto. Mais quitte à en avoir une, voilà. Donc, on verra, hein. Je pense qu'on a du temps avant de voir quoi que ce soit autour de ça. Mais on verra ce que ça donne. Pour ce qui est de Margot, ta question, j'ai vu passer l'article du Club Stephen King qui parle de la série sur l'Institut. C'est un vieux projet, ça. Alors, ça date de... Ça ne veut pas rechercher. Mais non, mais j'en ai forcément parlé. Franchement, le projet, il est hyper vieux. Je me demande si c'est pas genre 2018, c'est avant le Covid. C'est fou. Un jour, je travaillais sur le moteur de recherche... Ah, voilà. 2019. Donc les équipes qui voulaient adapter Mister Mercedes, ils ont voulu adapter l'Institut, sachant que les mêmes équipes, entre-temps, se sont dit on va adapter Oli. Oui. Bon, d'accord, on verra bien. J'ai vu que le club Stephen King a dit exclusif, la mini-série, le tournage, il débute en juillet, d'après une source sûre. Et je me dis, ok, en fait, quelle est ta source qu'on puisse la vérifier ? Donc j'ai pas encore relayé, j'attends de voir s'il y a des infos sur des sites officiels qui, eux, disent voici quelle est ma source. Mais peut-être que du coup, on aura ce tournage-là qui va débuter cet été. Et on a aussi un autre tournage qui va débuter cet été, c'est celui de Le Singe, l'adaptation de la nouvelle Le Singe, qui débute en de Marche ou Crève. Pardon, je sais que je l'ai mis quelque part. Ici, vous voyez pas ce que je fais. Oui. L'adaptation de Marche ou Crève aussi démarre en juillet. J'ai pas encore mis à jour sur le site. Parce que Micheline, elle a eu beaucoup de travail cette semaine. Marche ou Crève a été vendu au Festival de Cannes, parce qu'il y a un grand marché du film au Festival de Cannes. Et du coup, le tournage commencera en juillet. Voilà. Et donc l'Institut, oui. J'attends de savoir quelle est la source sûre. En vrai, je doute pas trop de Jérémy là-dessus. Jérémy, c'est la personne qui s'occupe du club Stephen King. Quand il publie une rumeur, il dit que c'est une rumeur, il n'y a pas de sujet. Mais j'aime bien un peu doubler l'info quand c'est pas moi qui ai l'info en direct. Et en plus, après c'est très personnel, mais moi, quand on m'envoie une info, je cite ma source. Après, c'est peut-être extrêmement confidentiel et là, il faut pas citer sa source parce que protection de la presse. Mais, Et donc, du coup, on a fini pour... Ah oui, je parlais de Le Singe parce que Le Singe aussi, l'adaptation était en vente au marché des films de Cannes.
Non, le dernier barreau de l'échelle, c'est un Dollar Baby. Donc oui, mais attends, je peux te le retrouver en plus. Je l'ai vu passer, mais c'est un des derniers. Les Dollar Baby, c'est fini. Les Dollar Baby, c'est quoi? King, en fait, King a grandi avec la télé, enfin avec les films et les séries. Il aime bien être adapté parce que c'est pour lui sa façon un peu de rendre au cinéma ce que le cinéma lui a donné. Pendant très longtemps, il y a eu un programme qui s'appelait les Dollar Baby qui permettait aux étudiants en cinéma et en théâtre d'adapter des histoires à lui sous certaines conditions, mais pour $1 symbolique. Le deal étant, en fait, tu te fais la main dessus, mais tu le commercialises pas, juste tu m'envoies une copie, et c'est pas des droits exclusifs, donc il y a des studios aussi qui peuvent acheter les droits pour l'adapter et en faire un film ou une série s'ils veulent. La personne en charge des Dollar Baby est décédée, tout simplement. Donc il a dit, bon, on arrête. Donc les Dollar Baby se sont terminés, mais il y avait quand même des choses qui étaient encore en cours d'acquisition, si je puis dire. Et un des derniers, en effet, c'est français. Je scrolle, je vais vous retrouver ça parce que c'est passé dans le groupe Facebook aujourd'hui, en fait. Ici. Non, c'est pas français, en plus, c'est canadien. Du coup, ça veut dire, Danito, que t'es dans le groupe Facebook et que t'as vu ça dans le groupe Facebook. Je l'ai vu parce que dans le groupe Facebook, c'est moi qui... En fait, toutes les publications sont soumises à validation. Donc il y a ça. Avec le dernier barreau de l'échelle, en fait, c'est bien dit ici, la bourse des Dollar Baby de King, machin, et c'est un des derniers récipiendaires de la bourse. Moi, je parle pas des adaptations des Dollar Baby, à part quand c'est des Français qui font des récoltes de fonds pour essayer de faire l'adaptation. Parce que déjà, on peut pas tous les suivre, et que c'est souvent des projets d'étudiants, et que les gens peuvent pas la voir parce qu'ils n'ont pas le droit de la diffuser. Après, il y en a certaines qui sont sur YouTube. Il y a un festival des Dollar Baby qui en diffuse, mais c'est tout. Donc oui, c'est une adaptation, mais c'est pas une adaptation telle que je parle moi d'habitude d'une série, d'un film ou d'une pièce de théâtre que nous on va pouvoir voir et qui a des droits exclusifs en plus. Tu vois, c'est vraiment, c'est comme si moi dans mon quartier, il y avait un bal hier, et il y avait une fête de quartier, et de me dire, pour la fête de quartier, je vais monter une adaptation du dernier barreau de l'échelle, tu vois. C'est un peu ça. Voilà. Et du coup, tant que j'en parle, le groupe Facebook, c'est un joyeux bordel parce qu'il y a 44 500 personnes, mais vous pouvez venir. On a fini sur les adaptations. Et je sais pas si vous avez d'autres sujets ou pas sur les adaptations. Moi, les autres sujets que j'ai pour vous, c'est... le 19 mai, comme tous les 19 du mois, est sorti un nouvel épisode de la 19e Palabra. Le podcast de Stephen King France dédié, j'allais dire à l'actu de Stephen King, mais non, dédié, ça c'est la Gazette du Maine, à La Tour Sombre, où avec Zéphyriel et Grand Poil, on relit et surtout on analyse. Je trouve que c'est toujours un peu pédant de dire qu'on analyse, parce que qui on est pour analyser, on fait ce qu'aiment faire les gros nerds de King, c'est-à-dire... pour chaque partie qu'on lit pour le podcast, de se dire ça c'est en référence à tel autre livre, ça c'est une référence culturelle, ça c'est une référence biblique comme King aime les faire. Alors on fait pas que théoriser, hein. Ça c'est connecté au multivers de King de telle façon, ça annonce tel truc qui va se passer bientôt, oh là là, moi j'adore cette partie-là parce que ça veut dire ça du personnage, on parle aussi du style de King. Et aussi on théorise parce que La Tour Sombre c'est 8 romans. Ouais, on compte, oui, allez, c'est 8 romans, et il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes, et qui sont jamais, oui, on décortique un c'est écrit là, et qui sont jamais fermées, où il y a beaucoup de questions qui se posent, et dont on n'a jamais les réponses, pour pas dire des devinettes dont on n'a jamais les réponses. Et donc du coup, c'est vraiment... King, il met plein d'indices sur plein de trucs partout, et nous, on vient avec notre sensibilité et notre spectre à nous, qui est culturel, hein, parce que je pense que dans d'autres pays, les autres gens voient pas les mêmes choses que nous, et on vient tirer les fils un petit peu. On adore faire ça. Et donc là, on en est à Terre perdue, le 3e tome. On arrive sur la fin
Voilà, c'était l'épisode 17. On enregistre mercredi l'épisode 18. Donc bientôt le 19e épisode de la 19e Palabre, ça c'est quelque chose. Et en parlant de podcast, il y a aussi... Quoique j'aurais pu le trouver ailleurs, je pense. Ceci, qui est sorti. On spoil dans la 19e Palabre, attention. Qui est La Corniche. Donc il y a le roi Steven. Avec un épisode dédié à la nouvelle La Corniche, qui est une nouvelle parue dans Danse Macabre. Et qui a été adaptée dans le film à sketch Cat's Eye avec Drew Barrymore. Donc on parle de la nouvelle, on en fait le résumé. Moi j'ai la partie où je dis voilà ce qu'on sait sur la jeunesse de l'histoire, voilà comment elle se connecte avec les autres histoires de King, et on parle de l'adaptation. Voilà. D'ailleurs, en parlant de podcast, pardon, je sais pas si vous écoutez des podcasts en anglais. Alors, maintenant c'est X. J'ai déjà parlé de ce podcast-là plusieurs fois sur le site parce qu'ils ont des invités qui dropent des infos souvent sur des adaptations. Le Kingcast, en fait, il y a un des animateurs du Kingcast qui est décédé, qui s'appelle Scott Wampler. Voilà, c'était une grosse news ces derniers jours dans l'univers des fans de King, parce que c'est quelqu'un comme nous qui entre autres, faisait un podcast sur Stephen King. Et voilà. Et King a tweeté là-dessus, en plus, j'ai essayé de le faire une fois pour une gazette, de reprendre un peu tout ce que King avait tweeté le mois précédent, et pour vous dire, il a parlé de tel livre, il a parlé de tel film, il a dit truc que machin. En fait, il tweet trop, c'est insupportable, et maintenant, sur Twitter, on a la traduction automatique, donc c'est facile d'aller voir ce qu'il raconte. Voilà, donc Scott Wampler est décédé, je suis pas allée voir pourquoi, j'en ai pas forcément à savoir pourquoi, mais le monde du Kingcast et du coup des podcasts sur King est un peu en deuil en cette fin de semaine. Ouais, en effet, ce 19 juin sera l'anniversaire des 25 ans de son accident. Je sais pas si on peut parler d'anniversaire, c'est un anniversaire quoi qu'il arrive, mais je suis pas sûre qu'on va le célébrer. Une nouvelle intéressante, qui est la première convention dédiée à Stephen King qui arrive à Vegas en octobre, fin octobre, du 24 au 27, donc proche d'Halloween. Il y a un beau programme déjà, parce qu'on sait déjà au moins qu'il y a Mick Garris, adaptation de Stephen King, tout ça. On a François Vaillancourt qui m'a confirmé qu'il y serait, qui est un des illustrateurs de King, notamment chez Cemetery Dance. On a Glenn Chadbourne aussi, pareil, illustrateur, tout ça. Il y a un panel de podcasts, j'en ai parlé avec le Losers Club podcast, qui est, je pense, le plus gros podcast américain sur King, parce qu'en plus, ils ont reçu King une fois dans un épisode. Ils m'ont dit, on a parlé avec eux sur la possibilité d'être là il y a plusieurs mois déjà, mais c'est pas du tout sûr que ça se fasse. Et Gaz qui a le plus grand nombre d'adaptations. Je sais de quoi tu veux parler, des Hunter. Évidemment. Bien sûr, mais il n'y a pas du tout de Mick Garris Gate sur cette chaîne. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, moi j'ai eu de gros doutes sur ce truc-là en me disant, est-ce que c'est je sais pas, est-ce que c'est sérieux dans le sens, est-ce que ça va vraiment se tenir ? Parce que dans les conditions générales, il y a beaucoup, on vous remboursera pas si vous prenez un billet, tu vois, il n'y a pas de retour, machin. Et en plus, vu que c'est la première fois que ça se tient, que c'est des gens que je connais pas qui organisent, on se dit chelou. Mais vu qu'il y a quand même des noms qu'on connaît, qui ont officialisé leur participation, ça ok. Je sais pas en termes de contenu ce que ça va valoir, d'autant que il y a eu... j'ai vu passer des critiques, à juste titre, qui disaient que on a l'air quand même d'être vachement focus sur ce qui se passe autour de ce que King écrit et pas sur ce que lui, il écrit. C'est-à-dire que là, ouais, panel d'artistes, ok, des podcasts en direct et un panel ciné-télé, ok, des auteurs et des autrices, ok, mais pourquoi il n'y a pas à un moment donné des gens qui viennent parler de son œuvre en tant que telle, de son style, un peu comme nous, on a eu une année au Forum des Images de les sujets forts de l'œuvre de King, à savoir l'Amérique de Stephen King, la gémellité, ce genre de choses.
Il n'y a pas trop ça, et je me dis en même temps, s'ils veulent attirer du monde à 160$ la journée, ils ont intérêt à proposer autre chose que juste des cercles de réflexion sur ah oui, alors moi je pense que là, il a voulu dire ça en rapport avec tel élément de sa vie, un peu ce qu'on fait dans la 19e palabre au final. Moi, je suis un peu sceptique sur cet événement, et en même temps, si j'étais à Las Vegas, je pense que j'irais. Évidemment que je leur ai écrit en disant « Bonjour, invitez-moi et je ferai du contenu pour les fans français qui peuvent pas venir. » Et ils m'ont dit « On vous met sur liste d'attente. » Oui, enfin, quand bien même ils me diraient « On vous paye l'entrée », c'est beaucoup trop d'argent en un billet d'avion pour un week-end, quoi. Après, je peux rester à Vegas pour la semaine, mais j'ai plus de vacances. Donc voilà. Moi, ce qui m'étonne, je l'ai vu passer dans la newsletter de Cemetery Dance. Et à part la newsletter de Cemetery Dance, personne n'en a parlé. C'est-à-dire, les 3 sites qui d'habitude relaient du King, c'est Bloody Disgusting, Rue Morgue, Deadline et sinon j'en oublie un, qui sont des sites dédiés sur le genre, et qui du coup, moi les premières infos que j'ai à propos de King, c'est là-dedans. Non, j'ai plus en tête. Ils en ont pas parlé. L'Aïja Librairie n'en a pas parlé, qui est quand même aussi un site de référence pour les anglophones. Le club Stephen King n'en a pas parlé. Après, il a tendance à faire comme moi aussi, à mettre des trucs de côté en se disant bah ça c'est en octobre que j'en parle maintenant, ou dans 2 semaines, à prioriser un petit peu. Moi, ça m'étonne assez quand même qu'il n'y ait pas de médias... Enfin, que Bloody Disgusting n'en ait pas parlé, ça m'étonne, parce qu'ils ont forcément vu passer l'info. En vrai, il faudrait... Peut-être que John Squire s'attend peut-être plus de confirmation. Ouais, mais il y a déjà pas mal de gens de confirmés. C'est juste, en fait, sur leur site, il y a un côté qui fait pas très sérieux, qui fait vraiment kermesse, et c'est dans une salle de conférence d'un hôtel. On a quand même... Enfin, ne serait-ce que la présence de Mick Garris, pour moi, c'est finito. Le truc est confirmé, tu vois. Enfin, Mick Garris, c'est quand même pas n'importe qui, et surtout dans l'univers de King, c'est quand même... c'est un gros nom. Après, là, on connaît Glenn Chadbourne, on connaît François Vaillancourt, et moi, je connaissais aussi Rob Wood. Les autres... les auteurs... voilà, on a 4 hommes. Pardon, attendez. Non, là, il y a une fille. Bon. C'est bien, il y a au moins une fille, quoi. Après, je préjuge pas du genre de ces personnes-là, mais... Bon, tout le monde n'est pas booké encore. On a aussi les éditions Suntop qui sont là aussi, tu vois. En fait, c'est ça, il y a un côté pas sérieux dans la façon dont ils se présentent. Et ok, en fait, c'est peut-être pas leur boulot, tu vois. Le site est tout claqué et tout. Et on voit, et c'est une première année autour de juste un gars. Évidemment que tu fais pas une Comic-Con avec une Ah, j'avais pas vu que c'était un gif. Ça m'a perturbée. Évidemment que tu fais pas... Ça n'a pas la même ampleur qu'une Comic-Con où t'as pas une salle entière réservée avec plein de choses différentes, et où c'est des hectares de panels et de trucs à vendre autour de ce sujet-là. Mais moi, quand je l'ai vu, j'ai eu un doute en me disant est-ce que c'est vraiment sérieux, et les invités qui sont confirmés sont le gage de sérieux de ce truc-là. Mais je reste étonnée que personne n'en ait parlé. Mais François Vaillancourt, il m'a dit qu'il y serait. Il m'a dit j'y serai, donc pour moi il n'y a pas de... tu vois, enfin leurs gars, je les ai contactés, ils m'ont dit on a déjà booké toute la presse qu'on voulait sur l'événement, mais s'il y a des places qui se libèrent, on vous dit, tu vois, et ils m'ont répondu en plus, ils me répondent, alors que je suis une pauvre fan française qui dit invitez-moi comme ça, je ferai une vidéo qui sera vue par 200 personnes. Tu vois, ils m'ont dit ok, t'es sur liste d'attente, et peut-être que évidemment qu'ils vont jamais m'inviter et tout me payer. Mais je sais pas pourquoi... Enfin, vrai, peut-être que Bloody Disgusting, ils ont pas eu l'info, mais je suis étonnée. Je suis assez étonnée. Mais il faudrait que je l'envoie à John Squire, c'est celui qui parle tout le temps de King sur Twitter, parce que je sais que... Enfin, sur Bloody Disgusting, je sais que... ils suivent Jérémy, et que quand Jérémy publie un truc avant eux, ils le sourcent. Je suis pas sûre que moi, ils me suivent. Et parce que moi, tout mon contenu est en français.
Du coup, potentiellement, ils ont pas vu passer l'info, ils suivent pas les personnes qui ont relayé cette info. Mais voilà, ça a le mérite d'exister. J'y serai probablement pas. Et le Losers Club n'y sera a priori pas non plus. Sinon, nous avons... pourquoi j'ai mis ça ici? Ah oui, le comic Creepshow revient. Je sais pas si on parle de saison dans les comics, mais il y a à nouveau 5 issues qui vont sortir entre septembre et janvier, qui vont être réunis en un omnibus au mois de mars. Voilà, moi j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait, en plus ça se lit hyper rapidement, c'est un peu... enfin, c'est l'ambiance Creepshow, quoi, donc c'est assez cool. C'est assez cool. En vrai, moi ce que j'attends surtout cette année, c'est ceci. Et parce que je suis très post-apo en ce moment, et que forcément quand on fait des choses autour du fléau, on peut s'attendre à des histoires un peu post-apo. En fait, il y a ce projet de recueil d'histoires qui est à l'origine déjà. Il y a Brian Keane et il y a un autre gars hyper connu de l'univers de King qui sont à l'origine de ce... Voilà, et Christophe Golden et Brian Keane ont réuni des gens pour faire une anthologie de nouvelles autour du fléau. Alors, est-ce que ça va être des nouvelles qui vont raconter un peu comment le virus est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé au moment où le virus est arrivé? Donc, c'est-à-dire vraiment focus sur la partie que nous, on a connue avec le Covid, avec toute la parano et tout. Et sur l'après, donc c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir des fanfictions de voici le point de vue de quelqu'un qui était à Vegas, par exemple, sans vouloir trop spoiler le fléau, voici ce qui s'est passé après, voici ce qui aurait pu se passer, bref, voilà. On a appris cette semaine il y a 2 semaines, qu'il y aura 34 histoires qui sont écrites par 36 auteurs et autrices différentes. Et ça... Moi, j'ai hyper hâte de... Déjà, j'adore les nouvelles. Et j'adore le post-apo. Et du coup, ça risque d'être très très cool. Et en plus, il y a des noms qu'on aime bien quand même, qui sont prévus. Donc ça risque d'être très cool. Après, bon, il n'y a pas beaucoup de femmes, mais voilà. Et dernière info. Ça, c'était vraiment juste pour... parce que j'avais rien à faire ce jour-là. Il y a la saison 2 de la série House of the Dragon qui arrive. Et en fait, dans toute la promo qui est faite en ce moment, il y a une scénariste, Sarah S., qui a parlé de cet endroit-là qui est Harrenhal, en disant que pour faire l'atmosphère de Harrenhal, on s'est un peu inspiré de l'atmosphère de l'Overlook Hotel dans The Shining. Voilà. Bah nous, c'est ça, hein, c'est que ça. Ensuite, on a l'agenda. Il n'y a pas grand-chose qui arrive là. Il y a un truc qui... J'ai pas trop vu le rapport, mais soit. Bah en fait, le rapport, on le verra quand la série sortira, tu vois. Ou si tu vois pas le rapport avec Stephen King, bah Shining Stephen King. Mais après, ils se sont inspirés du film de Kubrick plus que du roman, je pense. Et je pense que le film de Kubrick, il est assez long pour se dire « Ah oui, la façon dont... telle atmosphère, à tel moment, à mon avis plutôt la nuit, c'est plutôt ce qu'on voudrait pour telle partie d'Harrenhal, tu vois. » On verra bien. Moi, perso, j'attends toujours une sortie qui devait arriver au printemps. Alors certes, ça se voit pas, on est quand même au mois de juin, là. Bientôt l'été. C'est... ça, là. Le magazine de Cemetery Dance, avec une nouvelle inédite de King, qui n'est pas dans son recueil qui vient de paraître. J'aimerais bien savoir où on en est, parce que, gars, j'ai donné les sous, donc rends le magazine et rends l'histoire. Oui, c'est ça, on est encore en hiver, il y a le temps. Et en même temps, moi, Cemetery Dance, il y a des trucs, je les ai achetés avant le Covid, et je les attends toujours, et sur le site, ils sont toujours marqués en in progress. Ouais, t'as raison. Ça sortira jamais, mais du coup, en attendant, t'as pris mes sous, quoi. Et au mois de juin, on avait cette histoire de talisman qui était prévue et qui en fait est déplacée au mois de décembre. Et on a la saison 4 de Creepshow, la série, que moi j'ai pas vue encore. Et est-ce que j'ai vu la saison 3? Je suis même pas sûre. Qui débarque en Blu-ray et DVD en France chez ESC Distribution comme d'habitude. Côté agenda, on en est un peu là, quoi. Voilà.
On va passer à un jeu après. C'est ici que va se terminer le replay sur YouTube, pour les personnes qui regardent en replay sur YouTube. Et nous, on va jouer un petit peu. Ils avaient sorti... Tous les épisodes de spéciaux sont sortis. J'ai pas vraiment suivi, parce que pour moi... Enfin, déjà que... Bon, si je suis les adaptations de King, mais pas tout. Mais là, on n'est plus dans l'adaptation, donc... Merci Iron Lens. Avec plaisir, en vrai. Du coup, je vais faire 4 minutes de pause. Oui, ceux de Noël, Halloween, entre deux saisons. Ouais, mais je crois qu'il y en a un qui est passé à la trappe. On fait une rapide pause. Et après, on va jouer... Ce que j'ai envie de jouer. On va voir si on joue à Rusty Lake, qui est du point and click un peu glauque, chelou. Ou si on joue à U, qui était un peu un puzzle game aussi, mais... plus plateforme. Je sais pas trop. C'est la pause du stream, c'est la fin du... Oh là là, j'ai failli faire arrêter le stream. Terrible. C'est la fin du replay si vous regardez un replay sur YouTube. Je vous dis à tout de suite ou à bientôt. C'est où là? C'est là. À tout de suite.